Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter 10 histoires mystérieuses. Des histoires qu'on n'explique pas, évidemment on a des théories mais on n'a jamais vraiment le fin mot sur tout ce qui s'est passé. J'espère que la vidéo vous plaira, comme d'habitude si ça vous plaît laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-moi aussi sur Instagram @KenTV que je vous affiche juste ici. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour voir ensemble nos 10 histoires. Los Angeles, une ville qui scintille sous les néons, symbole de grandeur et de rêve. Mais derrière cette façade de lumière se cache une autre réputation, celle de l'excès, du chaos et parfois même de la folie. Parmi toutes les histoires qui ont nourri l'imaginaire de cette cité, rares sont celles aussi étranges que celle de G. Warren Shufeldt. Dans les années 1930, cet ingénieur des mines fit une déclaration qui allait captiver la presse et intriguer la population. Sous les fondations de Los Angeles, affirmait-il, s'étendait un réseau de galeries millénaires, taillées par une civilisation oubliée, un peuple reptilien. Mais Shufeldt n'était pas un inconnu. Inventeur autoproclamé, il prétendait avoir mis au point une machine révolutionnaire, une radio à rayons X, capable de sonder les profondeurs de la Terre et de révéler ce que personne d'autre ne pouvait voir. Avec cet appareil, il affirma avoir découvert des tunnels immenses, un véritable labyrinthe caché sous la ville. Mais ce n'était pas seulement la présence de ces galeries qui l'obsédait, c'était l'histoire qu'il y associait. Car selon lui, ces passages remontaient à plus de 5000 ans et ils auraient été bâtis par une civilisation de reptiliens qui, après une catastrophe céleste, s'étaient réfugiés sous terre pour survivre. Cette légende n'était pas née de nulle part. Shufeldt s'appuyait sur des récits des Hopis, un peuple amérindien dont les traditions évoquaient l'existence de mondes souterrains. Pour lui, cela ne faisait aucun doute. Los Angeles dissimulait une cité perdue, une cité dont les galeries auraient été creusées grâce à des procédés chimiques capables de dissoudre la roche, et où près d'1 millier de familles reptiliennes auraient vécu. On racontait que les murs étaient recouverts d'or, symbole d'éternité, et consolidés par un ciment si parfait qu'aucune civilisation humaine n'avait su l'égaler. Selon la légende rapportée par Shufeldt, la cité tout entière formait la silhouette d'un reptile géant. Sa tête aurait reposé à l'emplacement actuel du Dodger Stadium, tandis que sa queue se serait étendue jusqu'à la bibliothèque centrale de Los Angeles. Fasciné, Shufeldt cartographia les lieux avec sa machine et affirma avoir détecté plus de 580 mètres de galeries, renfermant plusieurs salles souterraines. Mais surtout, il prétendait avoir localisé 16 cages d'or, dont une salle principale sous Times Mirror Square, qui aurait contenu 37 tablettes gravées. Selon lui, ces tablettes formaient une carte, un héritage laissé par cette mystérieuse civilisation disparue. En 1933, galvanisé par ces découvertes, Shufeldt obtint du conseil du comté l'autorisation de creuser. Les autorités locales, séduites par l'idée d'un trésor enfoui, acceptèrent même de partager équitablement les découvertes avec lui. Très vite, les journaux s'emparèrent de l'affaire et firent leur gros titre. Une cité reptilienne sous Los Angeles. Un trésor inestimable caché sous nos pieds. L'opinion publique retint son souffle. Les travaux commencèrent sur North Hill Street. À seulement quelques mètres de profondeur, certains journaux allèrent jusqu'à affirmer que les foreuses avaient déjà atteint de l'or. Mais la réalité était bien différente. Très vite, le chantier tourna au cauchemar. D'énormes blocs ralentissaient les forages et à plus de 60 mètres, l'équipe heurta la nappe phréatique. Les galeries fraîchement creusées furent noyées sous des torrents de boue. Petit à petit, les journaux commencèrent à se désintéresser de l'affaire. On parla de manque de financement, d'un éboulement ou simplement de l'échec d'un rêve trop grand. Entre 70 et 100 mètres sous terre, le projet fut abandonné, et avec lui, l'homme qui avait osé croire en cette légende sombra dans l'oubli. Shufeldt disparut presque totalement de la scène publique. On le retrouvera brièvement en 1957 à North Hollywood, avant qu'il ne s'efface définitivement de l'histoire. Jamais aucune preuve ne fut trouvée. Ni or, ni tablette, ni vestige d'un peuple reptilien. Pour les scientifiques, son récit n'était qu'une supercherie. Certains chercheurs, comme Paul Apodaca de l'université Chapman, affirmèrent que la version Hopi racontée par Shufeldt n'était qu'une déformation exagérée, une légende détournée. Mais l'affaire n'a jamais cessé d'intriguer. En 1972, un randonneur affirma avoir croisé, sur le mont Shasta, une silhouette reptilienne humanoïde vêtue d'une chemise
et d'un pantalon. Et avant même que Schaufelt ne commence ses forages, une femme déclara avoir eu une vision, celle d'une cité souterraine gigantesque cachée sous Pico Rivera. Alors simple délire, obsession d'un inventeur marginal ou véritable énigme que la ville des anges n'a jamais voulu révéler. Aujourd'hui encore, l'histoire de Schaufelt continue de hanter l'imaginaire collectif. Une légende rappelant que, sous nos villes modernes, sous l'asphalte et le béton, il existe peut-être des secrets enfouis, des vérités que personne n'ose encore dévoiler. Un grimoire. Le mot seul évoque l'interdit. On imagine des pages jaunies couvertes de symboles obscurs, des formules capables d'invoquer l'indicible ou de plier les forces invisibles à la volonté de l'homme. Pourtant, parfois, la véritable horreur ne réside pas dans la puissance que ces ouvrages confèrent, mais dans ce qu'ils révèlent vraiment. L'exemple le plus troublant est sans doute celui de l'Arbatel de Magia Veterum, publié en Suisse en 1575. Contrairement aux grimoires, qui promettent domination et pactes infernaux, celui-ci se présente comme un guide spirituel. Certains l'appellent même un manuel de magie blanche, mais son origine, elle, demeure aussi opaque que ses pages. Car nul ne sait qui en fut l'auteur. Et plus étrange encore, personne ne peut expliquer la signification de ce premier mot, Arbatel. Ceci est un mystère suspendu depuis plus de 4 siècles. Certains y ont vu le nom d'un ange hébraïque, d'autres une allusion au tétragramme sacré, le nom interdit de Dieu. Peut-être que, tout simplement, n'était-ce qu'un pseudonyme, un voile posé pour dissimuler l'identité de celui qui osa écrire ces lignes. Et à l'intérieur, dès les premières pages, l'Arbatel déroute. Là où l'on s'attendait à trouver des incantations et des pactes, il n'offre que des exhortations à la vertu, à la sagesse, à la communion avec le divin. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas non plus un livre innocent. Son ton clair et presque bienveillant cache un paradoxe inquiétant, car ce qu'il propose, ce n'est pas de renoncer à la magie, mais de la pratiquer autrement, en l'enracinant dans la morale, la dévotion et l'obéissance à des forces supérieures. Ce manuscrit est structuré en 7 livres, autant de portes à franchir pour celui qui ose s'y plonger. Le premier, l'Isagoge, est une introduction. Il avertit le lecteur qu'il ne doit approcher la magie qu'avec un cœur pur. Le deuxième, la théologie de la magie, tente de rapprocher l'occulte et le divin. Le troisième, la magie pratique, dévoile enfin quelques procédés, des mots de pouvoir, des instruments consacrés. Puis vient la magie céleste, qui enseigne comment invoquer les anges et travailler avec les puissances du ciel. Mais au 5e livre, le ton change. Les secrets de l'évocation des esprits livrent les instructions pour convoquer des entités invisibles, établir un contact fragile et dangereux entre le monde des vivants et celui des ombres. Le 6e, le secret des secrets, ramène l'élève à la morale et à la vertu, comme pour le sauver d'un gouffre dans lequel il risque déjà de tomber. Enfin, le 7e, de la magie des anciens, qui ouvre la dernière porte, reliant ces pratiques aux sages oubliés, et laissant entendre que ce savoir n'a jamais cessé de traverser les siècles. Ainsi, page après page, le lecteur est entraîné dans un cheminement qui semble d'abord lumineux, mais qui le confronte peu à peu à la frontière ténue entre élévation et damnation. Car si la vertu est le mot qui revient sans cesse, elle ne suffit pas. Ce que demande l'Arbatel, c'est aussi une obéissance totale aux entités célestes, une soumission à ce que l'auteur prétend avoir reçu des anges eux-mêmes. À son époque, ce livre fut aussi admiré que redouté. Certains, comme John Dee, l'un des plus grands occultistes de la Renaissance, jurèrent avoir puisé dans ses enseignements une magie divine. D'autres, en revanche, n'y virent qu'un poison. L'Église, elle, le condamna aussitôt comme hérétique. En 1617, l'université de Marburg sanctionna 2 professeurs pour l'avoir enseigné et expulsa un étudiant surpris à le lire. Trop spirituel pour les praticiens avides de rituels, trop ésotérique pour les religieux, l'Arbatel se retrouva à la marge, mais ne disparut jamais. Car son influence persista. Des siècles plus tard, des fragments de ses enseignements furent recopiés dans d'autres ouvrages occultes, étudiés, médités, transmis comme une vérité dangereuse. Pour certains, l'Arbatel est une lueur, rappelant que la magie sans morale n'est que corruption. Pour d'autres, c'est un piège plus subtil encore, un manuel qui, sous prétexte de guider vers la lumière, mène lentement vers les ténèbres. Peut-être est-ce là sa véritable horreur. Il ne se présente pas comme un livre maudit, mais comme un conseiller bienveillant. Une voix qui, depuis le XVIe siècle, continue de murmurer à l'oreille de ceux qui osent l'ouvrir. La magie est une arme, mais seule la vertu peut éviter la damnation.
Lorsqu'on plonge dans l'histoire, une règle revient toujours. Ne jamais croire aveuglément les sources. Chaque récit est écrit par quelqu'un avec ses intentions, ses biais, ses omissions. L'histoire n'est jamais qu'un miroir déformé, et parfois certains vont plus loin. Ils ne doutent pas d'un détail, mais de tout le récit lui-même. C'est ainsi qu'un homme, Anatoly Fomenko, mathématicien russe respecté, sombra dans une obsession. Selon lui, tout ce que nous savons de l'histoire n'est qu'un gigantesque mensonge, une manipulation tissée par des forces obscures. Ces révélations sont consignées dans une œuvre monumentale, la Nouvelle Chronologie, 7 volumes d'une réécriture totale du passé. Dans son délire, il dévoile un empire oublié, le mystérieux empire russo-horde, qui aurait bâti les pyramides, fondé Rome et colonisé l'Amérique bien avant les Européens. Pourtant, Fomenko n'était pas un marginal. Né en 1945, il montra très tôt un talent prodigieux pour les mathématiques. Diplômé de l'Université d'État de Moscou, professeur émérite, directeur de département, lauréat du prix d'État de la Fédération de Russie, tout semblait le destiner à un destin académique brillant. Mais derrière cette rationalité, une fissure grandissait. Et de cette fissure naquit une théorie vertigineuse. Pour lui, l'Antiquité tout entière est une fiction. Les archives anciennes, des forgeries. Les chronologies officielles, une construction imposée par le Vatican, le Saint-Empire ou les Romanov, afin de modeler l'histoire à l'image de la Bible. Selon lui, des érudits comme Joseph Scaliger auraient purement et simplement inventé des pans entiers du passé. Et ces réécritures personnelles font froid dans le dos. La Bible ne serait qu'un texte médiéval recomposé au XIe siècle, la captivité babylonienne une transposition du schisme d'Avignon, et Jésus-Christ serait pour lui une figure recomposée à partir de fragments d'histoire, inspirés notamment de l'empereur byzantin Andronique Comnène. Même les cités mythiques s'effondrent sous son regard. Troie et Jérusalem, la même ville. Constantinople et Rome, non pas en Italie, mais en Égypte. La capitale que nous connaissons n'aurait, selon lui, même pas 1000 ans. Et au cœur de cette réécriture se trouve la Horde, un empire titanesque dirigé par des tsars Khan qui auraient étendu son pouvoir sur le monde entier. Même Gengis Khan, dit Fomenko, n'était pas mongol. Il appartenait à cette lignée impériale. Dimitri Donskoy, héros russe du XIVe siècle, ne combattait pas les Mongols, il les commandait. Et ses héritiers auraient colonisé l'Amérique. Toute l'histoire, selon Fomenko, ne serait que l'ombre de cette puissance effacée. Pour justifier ces affirmations, il inventa une méthode, le parallélisme de Fomenko. Il comparait des généalogies et lorsqu'il trouvait des ressemblances troublantes, il concluait que l'une n'était qu'une copie de l'autre. Ainsi, selon lui, les rois de Juda n'étaient qu'un calque des souverains allemands médiévaux. Il alla plus loin encore. Examinant les éclipses et les phénomènes astronomiques rapportés dans des textes anciens, il affirma que leur date était fausse de plusieurs siècles, ce qui pour lui faisait s'effondrer tout l'édifice historique que nous connaissons. Mais ses pairs, eux, ne s'y trompaient pas. Les mathématiciens eux-mêmes démontèrent sa méthodologie, révélant des erreurs grossières. Mais ses écrits continuèrent d'inspirer certains milieux. En Russie, où on le voyait parfois comme un visionnaire, et sur Internet, où sa théorie séduisait les amateurs de conspiration. Et pourtant, aussi délirante qu'elle soit, cette nouvelle chronologie soulève une angoisse troublante. Car si ces thèses sont fausses, l'histoire que nous connaissons n'est pas, elle non plus, exempte de manipulation. Des archives falsifiées, des récits écrits pour servir le pouvoir, nous savons que cela existe. Alors, où s'arrête la vérité? Où commence le mensonge? Peut-être est-ce là le danger véritable de Fomenko. Il nous rappelle qu'au fond, l'histoire est une ombre mouvante, un récit que l'on croit figé, mais qui n'est jamais qu'une construction fragile, qui est prête à se fissurer au moindre doute. On vante la soie thaïlandaise pour son éclat, ses couleurs profondes et la précision de ses motifs. Mais sa renommée mondiale ne vient pas seulement des métiers à tisser. Elle porte l'empreinte d'un homme au destin incandescent, puis englouti par l'ombre. Jim Thompson, architecte devenu espion, collectionneur d'art puis magnat textile, il fait resplendir la soie de Thaïlande dans les années 1950 avant de disparaître un jour comme avalé par la jungle sans laisser aucune trace. Né en 1906 à Greenville dans le Delaware, Thompson grandit entre deux héritages. Le textile avec un père industriel prospère et l'audace militaire du côté maternel marqué par la figure du général James Harrison Wilson.
Élève brillant, diplômé de Princeton en 1928, navigateur aux Jeux Olympiques, il entame des études d'architecture à l'université de Pennsylvanie qu'il abandonne sur un obstacle de calcul. New York lui ouvre tout de même ses portes, où il passe 9 ans à façonner la ville au sein d'une grande agence. Puis, en 1941, il tourne le dos au gratte-ciel et s'engage dans la garde nationale du Delaware. Une rencontre à Fort Monroe change sa trajectoire. Persuadé par le lieutenant Edwin Fay Black, Thompson rejoint l'OSS, l'ancêtre de la CIA. La guerre l'entraîne en Afrique du Nord, auprès de la résistance, puis en Europe, avant de le projeter à Ceylan. Là, il coopère avec le mouvement Seritai, noue des liens avec les figures qui préparent l'après-occupation japonaise et tombe amoureux d'un pays qu'il n'oubliera plus, la Thaïlande. Bangkok devient son point d'ancrage. Il y fonde le bureau local de l'OSS et devient attaché militaire. Il s'enfouit dans les zones grises de l'après-guerre, entre réseaux d'influence et liaisons dangereuses. En 1946, il rentre brièvement aux États-Unis pour mieux rompre. Il quitte l'armée, quitte l'OSS. Il veut revenir en Asie, racheter l'Oriental Hotel, mais le projet s'effondre dans les dissensions. Peu importe pour lui, une autre route plus inattendue s'ouvre déjà à ses pieds. Avec George Barry, il cofonde la Thai Silk Company Limited. Nous sommes au tournant des années 1950. Thompson n'invente pas la soie thaïlandaise, il la réveille. Il modernise, organise, exporte sans broyer l'âme des ateliers. Il ancre sa compagnie dans l'artisanat. Des milliers de femmes tissent depuis leur foyer, perpétuent les gestes anciens, vivent de leur savoir. Les couleurs deviennent sa signature. Tons précieux, contrastes explosifs, reflets qui accrochent la lumière comme une braise. En 1951, la costumière Irene Sharaf choisit ses étoffes pour The King and I. C'est une déflagration. Hollywood, la haute couture, les magazines. Tout le monde veut la soie de Jim Thompson. Il devient le roi de la soie, l'homme aux mille vies, et c'est là que l'histoire bascule. En 1967, à Cameron Islands, en Malaisie, Thompson est en villégiature. Il s'éloigne, il marche, puis plus rien. Pas une empreinte, pas un appel. Le silence s'abat comme une porte qui claque. La recherche pour retrouver Jim Thompson est titanesque. 11 jours, plus de 500 hommes, policiers, gourkas, volontaires, même des mystiques locaux. La jungle reste muette, cet homme s'est évaporé. Alors naturellement commencent les théories qui bourdonnent comme des insectes dans la canopée. L'enlèvement, Jim était une cible idéale, dans un pays pauvre avec une fortune affichée, mais aucune rançon n'a été demandée. Un meurtre, il avait effectivement une vie privée combustible, un passé d'espion, alors peut-être a-t-il été victime d'une vengeance qui a pris son temps. Ou alors, disparition volontaire. Peut-être était-il fatigué des projecteurs, ou était-il en mission secrète? A-t-il voulu partir pour une nouvelle vie? La piste est envisagée, mais s'il avait voulu s'effacer, son bagage d'agent rendait l'impossible plausible. Ou encore, une rivalité économique. La soie était devenue un enjeu, provoquant jalousie, rancune, alors peut-être que quelqu'un a vu une opportunité dans la disparition de Jim Thompson. Des mois plus tard, la mort brutale de sa sœur jette de l'huile sur le feu. Et si tout cela formait un même tissu, un motif caché que personne ne veut lire? Les années passent et en 1985, des fragments d'os sont retrouvés près de la zone de sa disparition. L'espoir se lève, mais retombe aussitôt. Aucune preuve ne montre que ces os sont bien les siens. En 2015, un rapport de 500 pages conclut à l'accident. Perdu, épuisé, mort seul dans la jungle, dispersé par la forêt et les bêtes. Ici se trouve la thèse la plus banale et peut-être la plus probable. Mais ceux qui l'ont connu secouent la tête. Jim Thompson ne disparaît pas par hasard, disent-ils. S'il a choisi l'ombre, c'est qu'il l'a voulu. Reste alors son héritage, troublant. Il n'a pas seulement relancé un artisanat, il a redessiné une image. La soie thaïlandaise est devenue une ambassade de couleurs, de textures, de prestige. Une économie locale s'est tissée. Des foyers ont vécu de la trame et du fil. Et dans une maison sur pilotis, à Bangkok, sa maison est devenue un musée. Des boiseries sombres, des pièces d'art, des soies immobiles racontent encore l'histoire d'un homme qu'on ne retrouve pas. Alors, qui était vraiment Jim Thompson au juste? Un bâtisseur d'empire? Un espion jamais vraiment démobilisé? Un homme fatigué par les projecteurs? Peu importe la théorie que l'on préfère. Au crépuscule, quand les Cameron Islands s'emplissent de brume, on peut presque l'imaginer passer entre les arbres, silhouette nette, regard discret, comme s'il veillait encore sur ce secret qu'il s'est juré d'emporter.
La soie a besoin d'ombre pour révéler ses couleurs. Peut-être que la disparition de Jim Thompson est cette ombre, celle qui, depuis 1967, fait scintiller sa légende un peu plus fort. La soirée du 3 novembre 1888 s'annonçait banale dans la campagne anglaise. Les fermes s'étaient assoupies, les animaux enfermés dans leurs enclos, les portails soigneusement verrouillés. Mais vers 8 heures, un vacarme étrange brisa la quiétude d'Oxfordshire. Ce n'était ni le vent ni la pluie, c'était un grondement sourd, un fracas continu, comme une armée invisible déferlant dans l'obscurité. Ceux qui osèrent entr'ouvrir leurs volets virent l'impensable, une marée de moutons, des dizaines de milliers de bêtes affolées, se jetant hors de leurs enclos, brisant barrières et clôtures, bondissant par-dessus les murs de pierre comme si quelque chose les pourchassait. Une vague blanche et furieuse qui se répandait dans les champs et les villages, fuyant on ne sait quoi, fuyant l'invisible. Au matin, les paysans découvrirent un spectacle irréel. Leur troupeau n'était plus là. Les moutons s'étaient dispersés partout, jusque dans les fossés, les chemins, les buissons. Certains haletaient, les yeux révulsés, d'autres restaient blottis dans des recoins comme s'ils cherchaient encore à échapper à une présence tapie dans l'ombre. Un agriculteur publiait un témoignage dans un magazine scientifique. Il décrivit une panique d'une ampleur inouïe. Tous les troupeaux, d'un bout à l'autre de la vallée de la Tamise, avaient fui en même temps. La zone touchée couvrait plus de 200 miles carrés, soit 500 km² balayés en une seule nuit par une vague de terreur animale. La question, obsédante, résonna dans toute la région. Qu'est-ce qui pouvait effrayer ainsi des dizaines de milliers de moutons? D'ordinaire, quand un troupeau s'emballe, la cause est banale. Un chien errant, des enfants venus s'amuser, mais personne ne crut à cette explication. Comment imaginer des dizaines de causes isolées, frappant des villages entiers au même moment? Non, cette nuit-là, ce n'était pas une bêtise d'enfant ni la course d'un renard, c'était autre chose. Certains parlèrent d'un séisme, d'un orage brutal, même de la chute d'une météorite. Mais aucun bruit n'avait grondé, aucun éclair n'avait traversé le ciel. Le temps était étrangement calme, à une exception près, une obscurité inhabituelle. Une nuit d'encre, parfois trouée d'éclairs lointains, qui semblait recouvrir la campagne comme un manteau oppressant. C'est cette hypothèse qu'explora le naturaliste Oliver Vernon Aplin, après de nouveaux accès de panique, en 1889 puis en 1893. 3 fois, la même scène s'est répétée, des troupeaux entiers s'élançant dans l'obscurité comme chassés par un prédateur invisible. Pour le naturaliste, l'explication était simple, presque trop simple. Une nuit anormalement noire au point de perturber le sens inné de ces animaux. Entassés, privés de repères, les moutons s'entrechoquaient, s'affolaient, et il suffisait qu'un seul bondisse pour que l'instinct grégaire emporte tout le reste. Mais cette conclusion ne rassura personne, car si l'obscurité peut troubler un troupeau, comment expliquer qu'une région entière, sur des centaines de kilomètres carrés, ait été frappée au même instant? Était-ce vraiment la nuit ou ce que la nuit cachait? Les moutons sont des proies. Leur instinct les pousse à sentir ce que nous ne voyons pas. Le moindre bruissement, la moindre ombre, et c'est la panique. En 1888, ce ne fut pas un bruissement ni une ombre, c'était une terreur simultanée, totale, irrationnelle. Alors, qu'ont-ils vu ou senti cette nuit-là? Certains murmurent qu'ils n'ont pas fui le noir lui-même, mais quelque chose dans ce noir. Quelque chose qui traversa silencieusement les plaines de l'Oxfordshire. Une présence invisible aux hommes, mais pas aux bêtes. Un siècle et demi plus tard, la question reste ouverte. La grande panique des moutons fut-elle un simple accident d'instinct animal, ou bien le témoignage d'une rencontre indicible entre les troupeaux de la campagne anglaise et une ombre que nous n'avons jamais voulu regarder en face? Imaginez ouvrir votre porte à une enfant fragile, minuscule, au regard candide, et sentir des semaines plus tard que quelque chose cloche. Une ombre dans ses gestes, une maturité qui ne correspond pas, une voix trop posée, et l'idée insupportable qui s'insinue. Et si cette fillette n'en était pas une? C'est le cauchemar qu'exploite le film Orphan sorti en 2009. Derrière les nœuds sages d'une petite fille russe se cache Lina Klammer, une femme de 33 ans atteinte d'un anisme proportionné, prédatrice sous visage d'ange. Une fiction, pensait-on, jusqu'à l'affaire Natalia Grace. Officiellement, Natalia Grace Barnett serait née le 4 septembre 2003 à Mykolaïv, en Ukraine. Et elle était atteinte d'une dysplasie spondylo-épiphysaire. Confiée très tôt à un orphelinat faute de moyens, elle passe par une première adoption américaine, puis
En mai 2010, rejoint la famille Barnett dans l'Indiana. Cette famille était en vogue. Christine Barnett était une mère médiatisée, le père Michael Barnett et leur fils Jacob était un prodige des maths déjà à l'université à 10 ans. La photo était parfaite, mais elle ne le restera pas. Dès l'arrivée de Natalia, un détail fissure la façade. Selon Christine, au cours d'un voyage à Disney, elle aurait aperçu chez l'enfant des signes physiques d'un âge incompatible avec ses 6 ans. On ne contacte pas l'agence, on rentre et le doute désormais s'installe partout. Entre 2010 et 2012, le récit bascule. Les Barnett affirment que Natalia n'est pas une enfant, mais une adulte, et qui plus est, dangereuse. Ils disent qu'elle cachait ses menstruations, aurait voulu empoisonner Christine, sautait de voiture en marche, collectionnait des couteaux, se dressait la nuit, immobile au pied du lit, un grand couteau à la main, murmurant des menaces. Il parle de diagnostic, psychopathie, sociopathie, schizophrénie, de séjour même en psychiatrie et de comportements sexualisés. Il jure enfin qu'elle ne comprend pas l'ukrainien. Pour eux, c'est une imposture, une Esther de cinéma passée dans le réel. Mais à ces accusations glaçantes, manquent des gestes simples. Aucune plainte pour tentative de meurtre, aucune démarche contre l'agence pour fraude, aucun test hormonal exigé. Les Barnett consultent simplement des médecins pour une estimation d'âge. 2010, 2011, 2012, plusieurs praticiens la situent entre 8 et 11 ans. Cela devait clore l'affaire, mais au lieu de ça, elle s'assombrit. En 2012, les Barnett saisissent le tribunal de l'Indiana. Une procédure se lance. Natalia n'est ni informée ni entendue. Sa date de naissance est modifiée de 2003 à 1989. Sur le papier, l'enfant de 8 ans devient, d'un coup de crayon, une femme de 22 ans. Dès lors, tout change. Un logement est loué, 3 mois sont payés, puis le vide. Devenue adulte légale, elle n'est plus suivie par la protection de l'enfance, elle ne conduit pas, ne peut récupérer d'aide, ne manie pas de machine trop haute pour elle. On la laisse seule, dans un décor trop grand, avec un nouvel âge administratif qui l'écrase. Et autour, le voisinage s'affole. Natalia porte les mêmes vêtements durant des jours, elle ne se lave pas, elle a faim, ce qui la pousse à entrer chez les gens pour se nourrir. Michael, son frère d'adoption, passe parfois déposer des courses, et une vidéo le montre intimement à Natalia de couper tout contact avec une travailleuse sociale. Il lui murmure qu'elle est une adulte maintenant et qu'on ne peut rien pour elle. Mais détail troublant, avant 2012, Natalia portait des tenues d'enfant. Après sa réagisation, elle apparaît soudainement dans des vêtements sobres, neutres, plus adultes. Alors a-t-elle réalisé une mise en scène volontaire? La question s'ajoute aux autres. Un an plus tard, le premier bail de son logement prend fin. On la déplace dans un second appartement, à 1 heure de la maison familiale. Puis, les Barnett partent au Canada pour les études de Jacob. En 2013, ils coupent tout lien avec Natalia. Et c'est alors qu'interviennent Antoine et Cynthia Mann. Ils voient une personne de petite taille, perdue, incapable de survivre. Ils l'accueillent et depuis, ils sont sa famille de fait. Des poursuites tombent contre Michael et Christine, non pour abandon d'enfant, puisque Natalia est adulte légalement, mais pour négligence envers une personne à charge. Michael sera acquitté, les charges contre Christine abandonnées. Mais reste le cœur battant de cette énigme. Quel est l'âge réel de Natalia? En 2022, sa mère biologique, Anna Gava, est retrouvée en Ukraine. Elle fournit un acte de naissance et un test ADN. Si l'on suit la thèse des Barnett, Natalia serait née aux alentours de 1989, ce qui indiquerait qu'Anna, la mère biologique de Natalia, aurait accouché à 10 ans, ce qui est absurde. Les documents ukrainiens confirment bien 2003. Si c'est vrai, alors une enfant a été réagée, isolée, relogée seule puis abandonnée. Mais le reste du dossier est une mosaïque dérangeante. Un rapport osseux isolé disant que sa croissance semble arrêtée, fréquent dans sa pathologie. On retrouve aussi des vidéos où elle avoue des intentions meurtrières, mais qui donnent l'impression qu'elle n'est qu'une enfant coachée. Il y a aussi l'épisode de la clôture électrique. Christine dit avoir été poussée et des employés assurent qu'elle n'était pas branchée et que Natalia, avec sa corpulence, ne pouvait physiquement pas maîtriser une adulte. La presse s'empare de l'affaire, les documentaires se succèdent. Dans The Curious Case of Natalia Grace, les voisins racontent une jeune femme qui se présente comme ayant entre 22 et 23 ans parce qu'on le lui a répété, mais qui n'avait en réalité rien d'une adulte autonome. Le 1er janvier 2024, Natalia Speaks lui donne la parole. Elle s'y décrit comme étant enfant rejeté, jamais prédatrice. Elle voulait seulement une famille. Alors, qu'y a-t-il derrière ce visage trop jeune pour tant d'ombre? 3 récits s'affrontent
et se contamine. Celui d'une imposture monstrueuse, où la réalité dépasse la fiction, celui d'un système d'adoption où l'on rajeunit parfois sur le papier pour rendre adoptable, puis où l'on réagisse pour se décharger, et celui, plus simple et plus terrible, d'une enfant handicapée, perdue entre diagnostics, rumeurs et caméras, qu'on a scellée dans une identité qui n'était pas la sienne. Dans les zones grises, la peur se nourrit vite. Une rumeur devient preuve, un geste devient menace, une décision de juge devient destin. Et la question obsédante demeure, où s'arrête l'innocence, où commence l'horreur et qui l'a vraiment fabriquée? Peut-être qu'au fond, ce dossier ne parle pas d'une Esther réelle, il parle de nous, de la facilité avec laquelle on projette le mal, surtout quand un visage d'enfant nous renvoie à une histoire qu'on a déjà vue au cinéma. Et si l'effroi ici ne venait pas d'une tueuse cachée, mais d'un mensonge administratif qui, une fois signé, a transformé une fillette en fantôme légal. Le voyage dans le temps fascine parce qu'il promet l'impossible. Défaire le passé, espionner l'avenir, plier la flèche du temps. La logique dit non, si des voyageurs existaient, on les verrait partout. Pourtant, certaines histoires s'accrochent à l'imaginaire comme des échardes, et l'une des plus célèbres est celle de Rudolf Fentz. La légende commence une nuit de juin 1951 vers 23 h à Times Square. Au milieu des néons, un homme surgit. 30 ans à peine, vêtements d'un autre siècle, regard perdu comme un naufragé dans une ville qui n'existe pas encore pour lui. Il dit venir de 1876. Quelques minutes plus tard, incapable d'anticiper la circulation moderne, il s'avance sur la chaussée. Un taxi, un choc, le silence. À la morgue, l'histoire s'assombrit. Dans ses poches, on trouve des objets hors du temps. Un jeton en cuivre pour une bière à 5 cents d'un bar introuvable dans les annuaires. Près de 70 $ en billets anciens, retirés depuis longtemps. Une facture pour l'entretien d'un cheval et le nettoyage d'une calèche signée d'un établissement qui n'existe nulle part. Des cartes de visite au nom de Rudolf Fentz avec une adresse sur la 5e avenue et enfin une lettre datée de 1876. Rien n'est usé, comme si tout avait été frappé la veille. L'affaire atterrit sur le bureau du capitaine Hubert Véry, service des disparus du New York Police Department. Il vérifie l'adresse, personne ne connaît Fentz. Il épluche les fichiers, pas d'empreinte, pas d'avis récent. Et puis, hasard ou fil rouge, un nom apparaît dans un annuaire de 1939, Rudolf Fentz Jr. On se souvient d'un homme sexagénaire, parti en 1940. Sa banque confirme, il est mort 5 ans plus tôt, mais sa veuve vit en Floride. Elle ajoute 2 révélations glacées. Son mari avait bien un père nommé Rudolf Fentz, disparu à 29 ans lors d'une promenade nocturne, et son dernier endroit connu, le futur Times Square. Rim fouille les archives. Effectivement, un avis de disparition de 1876 surgit. L'âge, la description, les vêtements, tout concorde. Le dossier est refermé, classé non résolu. Trop impossible pour être raconté sans risquer le ridicule. L'histoire, elle, s'échappe et prospère. Les années 1970, puis Internet la transforme en preuve qu'une faille s'est ouverte au cœur de New York, avalant un homme du 19e pour le recracher au 20e. Pendant longtemps, les sceptiques invoquent le canular. Un journaliste, un auteur, un acteur malmené par une mise en scène trop réaliste, ou alors un homme dérangé, vêtu de fripes anciennes, collectionnant des babioles d'antiquaires. Mais tout vacille en 2000, lorsque le folkloriste Chris Aubeck remonte les sources. L'article authentique de 1972 dans le Journal of Borderland Research s'avère reprendre un livre de 1953 signé Ralph Holland, qui, lui, a tout bonnement plagié une nouvelle de science-fiction parue en 1951 nommée I'm Scared de Jack Finney. Le capitaine Rim, l'enquête, l'homme hors du temps, tout était déjà dans la fiction. Rudolf Fentz n'a jamais existé. Alors pourquoi cette histoire continue-t-elle de nous hanter ? Tout simplement parce qu'elle coche toutes les cases de nos désirs inavoués. L'éruption de l'impossible dans le banal. La preuve qu'une brèche peut s'ouvrir sous nos pas. Et parce que, d'une certaine manière, la vérité est plus dérangeante encore. Une pure invention a suffi à prendre la forme d'un souvenir collectif. Une légende si bien cousue qu'elle a traversé les décennies comme un voyageur du temps. Peut-être que la vraie morale est là. Le temps n'est pas la prison, c'est la croyance. Une bonne histoire franchit les siècles mieux que n'importe quelle machine. Et parfois, c'est elle qui nous voyage, et pas l'inverse. En avril 1945, l'Allemagne s'écroule. Les Alliés avancent et dans l'ombre des mines souterraines, ils découvrent l'impensable. Des centaines de tonnes d'or, de bijoux, de diamants, le fruit
des pillages nazis. Mais ce n'était qu'une fraction du trésor, car le Führer avait ordonné l'évacuation de tout ce qui pouvait servir au Reich, que ce soit des réserves bancaires, des richesses impériales, des œuvres d'art, autant de butins engloutis dans les ténèbres des galeries. À Merker, les Américains tombent sur 200 tonnes d'or enfouies à 700 mètres de profondeur. Mais déjà circulent des rumeurs. D'autres dépôts, plus vastes encore, n'ont jamais été retrouvés. Et si le dirigeant de l'Allemagne nazie, obsédé par l'idée de son musée de Linz, avait confié plus de 1700 œuvres d'art aux entrailles de la mine d'Altausi. Et certains chuchotent qu'une partie de ce trésor aurait été engloutie dans un lac maudit, le Toplitz, en Autriche. Là, au cœur des montagnes, les nazis testaient torpilles et armes secrètes. Mais des témoins jurent les avoir vus embarquer des caisses mystérieuses avant de les précipiter dans les eaux noires. Depuis, le lac attire chasseurs de trésors et aventuriers. Beaucoup n'en sont jamais revenus. Ces abysses sont mortels. Au-delà de 20 mètres, l'oxygène disparaît et des troncs pourris dressent une forêt fantomatique où les plongeurs s'empêtrent pour toujours. En 1959, on y retrouva des caisses pleines de faux billets fabriqués à Mauthausen. Mais les rumeurs persistent. Lingots marqués de la croix gammée, archives occultes, œuvres disparues comme la légendaire chambre d'ambre, que cache encore la vase du Toplitz. L'or nazi, lui, circula bien au-delà des montagnes. La Suisse, coffre-fort du Reich, encaissa des milliards. Le Portugal échangea son tungstène contre des lingots maudits. L'Espagne, la Suède, la Turquie, toutes ces nations neutres profitèrent de ce commerce sanglant. Et derrière chaque transaction, des bijoux volés aux déportés, des vies réduites en poussière et fondues en métal précieux. Après la guerre, les Alliés traquèrent ce butin maudit. Mais une immense partie disparut dans les ombres, dissimulée dans des coffres suisses, envoyés vers l'Argentine, peut-être jusqu'en Asie. Aujourd'hui encore, l'or du Reich reste une cicatrice béante. On dit qu'il circule toujours, d'une banque à l'autre, d'un pays à l'autre, sous des formes blanchies, lavées par le temps. Mais son origine ne s'efface pas. Cet or est maudit, forgé dans les flammes des camps, trempé dans le sang. Et tant qu'il ne sera pas retrouvé, il continuera de hanter l'histoire, comme un spectre qui ne réclame qu'une chose, qu'on se souvienne de son prix. Le 7 octobre 1849, Edgar Allan Poe s'éteint après 4 jours d'agonie. Ces derniers mots, murmurés comme une malédiction, résonnent encore. « Seigneur, aide ma pauvre âme ». Il n'avait que 40 ans, et depuis, sa mort demeure l'une des énigmes les plus troublantes de la littérature. Tout commence le 3 octobre. À l'aube, un homme est retrouvé affalé sur un banc, inconscient, ses vêtements souillés, bien trop grands pour lui. À première vue, un vagabond en détresse. Mais lorsque le policier s'approche, l'horreur se dévoile. Il s'agit d'Edgar Allan Poe, l'auteur du Corbeau et de la chute de la maison Usher. Transporté au Washington Medical College, il délire, évoquant des ombres, des spectres, refusant de boire de l'eau, comme s'il était hanté par une soif impossible à étancher. Le 7 octobre, il sombre dans le coma et perd la vie. Officiellement, la médecine conclut à une crise liée à l'alcool. Mais les témoignages ne concordent pas. Poe ne sentait pas l'alcool. Ces crises ressemblaient davantage à des hallucinations, à la rage même, selon certains médecins modernes. Alors, que s'est-il passé? Une piste glaçante refait surface, celle du cupping. Cette pratique sordide, courante à l'époque, consistait à enlever des hommes, les droguer, les déguiser et les forcer à voter plusieurs fois sous de fausses identités. Beaucoup mouraient sous les coups ou l'effet des substances administrées. Poe est retrouvé devant un bureau de vote, vêtu d'habits qui ne sont pas les siens, et avant de mourir, il ne cesse de répéter un nom, Reynolds. Était-ce son bourreau? D'autres parlent d'empoisonnement, d'un complot familial pour empêcher son mariage imminent avec Elmira Royster. D'autres encore de la rage, transmise par un animal qui l'aurait dévoré de l'intérieur. Mais aucune certitude n'existe. Le mystère ne s'arrête pas là. Un siècle après sa mort, une silhouette inquiétante apparaît chaque 19 janvier, son anniversaire. Drapé de noir, écharpe blanche, large chapeau, il dépose 3 roses et une bouteille de cognac sur la tombe de Poe. On l'appelle le trinqueur de Poe. Durant plus de 60 ans, il revient sans jamais révéler son identité, comme si l'écrivain, jusque dans la mort, continuait d'attirer à lui les ombres. Aujourd'hui encore, la fin d'Edgar Allan Poe reste sans réponse. Victime de l'alcool, de la maladie, d'un complot ou d'une manipulation politique, nul ne le sait. Mais une chose est certaine, il est mort comme il a vécu, entouré de ténèbres et de mystères, comme si sa propre vie n'avait été qu'une ultime nouvelle fantastique dont personne ne connaîtra jamais la chute.
À l'automne, la région des Finger Lakes, à la frontière canadienne, se couvre de couleurs flamboyantes. Les vignes ploient sous les grappes, les marchés s'emplissent de pommes et de cidre. On a ici un décor idyllique, presque romantique. Mais derrière cette carte postale se cache une ombre plus sombre, car au cœur de ce paysage paisible s'élève un lieu que l'on dit maudit, le Naples Hotel. Construit à la fin du 19e siècle sur les ruines d'une ancienne taverne, l'hôtel a toujours été lié au sang et aux fantômes. Le site servait autrefois de camp d'entraînement aux soldats de Washington. Fatigués, blessés, parfois mourants, beaucoup y ont laissé leur dernier souffle. Et leurs âmes, dit-on, n'ont jamais quitté les lieux. En 1895, une nouvelle bâtisse victorienne fut érigée. Briques rouges, colonnes blanches, charme ancien, mais derrière cette nouvelle façade se cache une atmosphère lourde, presque suffocante. Très vite, une légende s'imposa, celle de Topper, un homme qui se serait ôté la vie par pendaison dans l'hôtel durant la période de la Prohibition. Depuis, son nom hante le grand salon du rez-de-chaussée. On y entend encore des chuchotements, des lampes vacillent sans raison, des porte-manteaux s'animent comme des pantins désarticulés, et parfois des ampoules se décrochent d'elles-mêmes. Mais le plus terrifiant reste l'apparition d'une certaine Alice, une femme en robe du 19e siècle accompagnée de ses 2 enfants. Tous seraient morts ici dans des circonstances obscures. On la voit glisser dans l'escalier, traverser la salle à manger, et toujours, elle laisse derrière elle une odeur de lilas persistante comme un adieu. Depuis peu, les propriétaires actuels affirment avoir vu le spectre mutilé d'un soldat de la guerre de sécession errer dans les sous-sols. Un fantôme condamné à revivre sans fin ses blessures mortelles. En 2012, l'hôtel accueillit l'équipe d'une émission de chasseurs de fantômes. Les caméras captèrent l'inexplicable. Des tableaux se décrochaient seuls, toujours les mêmes, comme si une main invisible refusait de les laisser en place. Plus troublant encore, 2 lampes de poche posées sur une table semblèrent répondre aux questions des enquêteurs, s'allumant l'une après l'autre, comme si une voix désincarnée dialoguait avec eux. Aujourd'hui encore, le Naples Hotel attire curieux et passionnés de surnaturel. Certains murmurent même que l'esprit de Robert Kennedy, qui séjourna brièvement dans les années 1960, pourrait avoir rejoint la longue procession de spectres qui hante ces couloirs. Alors, derrière les murs victoriens et l'odeur de lilas, ne serait-ce pas un cimetière invisible qui continue de respirer dans l'ombre? Et voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous avez préférée. C'est quelque chose dont je suis assez curieux de savoir quel type d'histoire vous perturbe plus que les autres. Si la vidéo vous a plu, encore une fois, je sais que je le dis beaucoup, mais c'est important, laissez un j'aime. Abonnez-vous, vraiment faites-le si vous le pouvez, ça m'aide énormément. On s'en doute pas, mais c'est le cas. Rejoignez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous mets juste ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!